Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à Chasseurs d'idées. C'est de Québec où nous sommes aujourd'hui que nous rencontrons Michel Onfray, le philosophe français. Michel Onfray, vous êtes ici pour participer à des activités de lancement d'une revue qui s'appelle Espace. Et vous faites en même temps des conférences. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, voilà le dernier livre de notre invité. Il s'intitule « Théorie du corps amoureux pour une érotique solaire ». C'est le 16e livre qui est publié par Michel Onfray et la plupart de ces livres-là l'ont été chez Grasset. Voilà. Alors, Michel Onfray est professeur de philosophie à un lycée technique en Normandie, mais aussi, à 41 ans, c'est un auteur extrêmement prolifique. Après un problème médical grave qui a failli lui coûter la vie en 1987, dès 89, il commence à publier, et ça au rythme de 1 à 2 ouvrages par année. Donc, si je résume beaucoup, j'espère pas trahir, l'œuvre de Michel Onfray, ce qui traverse cette œuvre, on peut dire que c'est une recherche, une célébration du corps, de ce que peut le corps, et l'élaboration, livre après livre, brique après brique, pardon, d'un projet philosophique, matérialiste et hédoniste. Et d'abord, en considérant la vitesse auquel vous écrivez ces livres, est-ce que je peux vous poser la question, Michel Onfray, êtes-vous un homme pressé? Ah oui, je crois que nous sommes entre deux néants, nous en provenons, nous y allons, la vie est courte, donc il faut être dans l'accélération permanente, la vitesse, et la vie est belle, donc profitons-en à toute allure. La vie est belle, profitons-en, et écrire fait partie de cette célébration-là, de la beauté de la vie? Oui, vivre et écrire, c'est-à-dire que je ne conçois pas l'écriture sans la vie sans l'écriture, l'un soutient l'autre, l'un rend possible l'autre, et les livres sont pour moi les conditions de possibilité de l'existence, et vice-versa. Loin de moi l'idée de nous ériger en tribunal d'inquisition intellectuelle, mais pour la forme, si je vous accusais d'être un philosophe matérialiste, qu'est-ce que vous plaideriez? Coupable. Vous êtes épicurien? Oui, coupable aussi. Hédoniste? Oui. Libertin? Oui. Libertaire? Alors, on va revenir là-dessus. Je pense qu'on a tout un programme pour notre discussion. Là-dessus, on s'en va à la pause. On revient dans 3 minutes. Michel Onfray, on s'est quitté sur une série d'accusations auxquelles vous avez plaidé coupable. Alors là, il faut savoir de quoi vous êtes coupable. Et j'aimerais ça qu'on définisse peut-être le sens des mots. Parce que quand on dit de vous, et quand vous dites, vous, que vous êtes épicurien, c'est pas nécessairement dans le sens de l'ascèse et du renoncement d'Épicure. Non, c'est vrai que vous avez raison, ces termes-là posent problème, et c'est peut-être le paradoxe que tout ça induit qui me plaît assez. Il y a 2 entrées, ce sont presque 2 entrées contradictoires. On considère qu'un épicurien, c'est soit un disciple d'Épicure, donc quelqu'un qui considère qu'on ne doit satisfaire que les désirs naturels et nécessaires, ça n'en fait pas beaucoup. Boire quand on a soif, mais de l'eau, et puis manger quand on a faim, mais franchement une petite tartine de pain avec un peu de fromage. Ça, c'est la première définition. Puis la deuxième définition, c'est celui qui, finalement, prend tous les plaisirs où il se trouve, et parfois dans l'orgie ou la débauche. Il y a quelque chose comme une contradiction à se dire épicurien quand on est disciple d'Épicure d'une part, et que d'autre part, on peut donner l'impression de prendre la vie par les 2 bouts. Ce que vous disiez, c'est qu'il y a un épicurisme ouvert, et c'est de celui-là que vous vous réclamez. Voilà. Et l'épicurisme ouvert, c'est l'invitation à jubiler de l'existence, du pur plaisir d'exister, l'expression d'Épicure. Il y a dans l'existence une possibilité d'adhérer au réel pour en jouir au quotidien, la qualité d'une lumière, la texture d'une voix, parce qu'on aime quelqu'un. Je dirais le fait de se sentir heureux, d'être en paix avec soi-même, je dirais ça, c'est l'épicurisme, c'est-à-dire se réconcilier avec son corps, avec sa vie, avec sa peau et avec sa vie quotidienne. On vit, en Occident en tout cas, à tout le moins, dans un matérialisme dont tout le monde s'entend pour dire que ça a remplacé certaines valeurs plus spirituelles, par exemple, qui auraient été les nôtres il y a quelques années, quelques décennies, sinon un siècle de temps. Vous vous réclamez du matérialisme, mais pas de celui-là. Même chose, vous avez raison, le matérialisme, c'est soit l'avidité, l'âpreté au gain, le fait d'avoir le plaisir de consumériste, de la consommation, de la société de consommation, je possède, j'achète des voitures, de l'argent, etc. Ça, c'est le contraire du matérialisme que je propose. Le matérialisme que je propose est une option philosophique qui consiste à dire il n'y a que de la matière dans le réel. Et donc, il n'y a pas de place pour Dieu, pour le divin, pour le sacré, pour la transcendance, pour l'absolu. Nous ne sommes qu'un composé de matière, et la vie, finalement, c'est un agencement de matière. Donc la mort, c'est un désagencement ou un décomposé de cette matière. C'est donc une invitation à penser le réel immanent, c'est-à-dire le réel dans lequel on vit,
le réel qui est par opposition celui de à la vie transcendant. quotidienne. Voilà. Here and now, c'est ici et maintenant. Voilà. Ici et maintenant que ça se passe. Vous réclamez aussi de l'hédonisme. On est encore aujourd'hui, plus que jamais peut-être, dans une célébration du corps en Occident. Je ne veux pas faire de jeu de mots, mais chez vous, quand on parle d'hédonisme, on ne parle pas de corps gonflés aux stéroïdes et de seins au silicone ou de lèvres gonflées au collagène. Non, pas chez moi, non, non. C'est vrai que l'hédonisme, c'est l'art de trouver le plaisir là où il est, là où on peut le chercher et le trouver. C'est créer aussi le plaisir de l'autre et la jouissance de l'autre, mais ça ne passe pas du tout par les modèles sociaux, c'est-à-dire cette invitation à avoir le beau corps que la revue nous propose, ou les beaux muscles, ou la belle voiture, c'est pas ça du tout. Je dirais le plaisir, c'est l'invitation à considérer que nous n'avons qu'un corps, c'est la seule vérité dont nous disposions, la seule certitude, mais ce corps-là, il faut en faire quelque chose de bien. Sûrement pas ce qu'on nous invite à faire avec l'hygiène, avec la médecine ou avec le retour des prêtres sur ce terrain-là, quand on nous dit il faut manger ceci, ne pas manger cela, être maigre, être mince. Je dirais la haine du corps, elle se manifeste aujourd'hui dans la proposition qu'on nous fait pour un corps. Moi, je préfère le corps qu'on a, celui avec lequel on vit et qui est un corps joyeux et réjouissant. L'exultation du naturel, d'une certaine façon. Oui, voilà, voilà. Il y a une chose qui m'a intrigué, mais qui est de la même nature, un peu provocante. Vous vous réclamez du cynisme. Or, aujourd'hui, quand on dit de quelqu'un qui est cynique, c'est sans foi ni loi. C'est quelqu'un d'un opportunisme crasse, qui vendrait sa mère pour son plat de lentilles, ou enfin quelque chose comme ça, et qui croit en rien. Vous dites, je suis cynique. Pour vous, ça veut dire quoi, ça? Mais vous avez raison de prendre tous ces termes-là qui sont problématiques, parce qu'il y a un épicurisme vulgaire et un épicurisme philosophique, un matérialisme vulgaire et un matérialisme philosophique. Il y a un cynisme vulgaire, celui dont vous venez de donner la définition, et puis un matérialisme philosophique. Et d'une certaine manière, le cynisme philosophique est un remède au cynisme vulgaire. Le cynisme philosophique renvoie à une école cynique, celle de Diogène, d'Antisthène, de quelques-uns, Cratès, enfin quelques fous de l'histoire de la philosophie antique, qui sont capables de se masturber en public, de copuler sur la place publique, d'être habillés en haillons, de vouloir se comporter comme le chien, et qui considèrent que la philosophie, c'est d'abord l'art de la subversion. C'est d'abord l'invitation à être un individu et à refuser tous les pouvoirs. Et c'est ce cynisme-là qui m'intéresse. Donc je n'aime pas le cynisme des cyniques, pour le dire au sens premier du terme, c'est-à-dire... C'est le côté rebelle, finalement. Voilà. Ce qui me plaît chez les cyniques philosophes, ou dans le cynisme philosophique, c'est la possibilité d'être subversif aujourd'hui au quotidien, dans le monde qui est le nôtre. Et libertin. On termine là-dessus, parce que c'est très important dans votre œuvre et pour vous. On a l'impression que le libertinage, aujourd'hui, dans un monde où la famille éclate, où il y a de plus en plus d'individus seuls, c'est aussi là un concept qui est plus à la mode. Mais vous refusez, vous, d'être vu comme le libertin qui serait uniquement le coucheur ou le noceur ou l'instable, l'individu qui butine de fleur en fleur. Oui, le libertinage vulgaire, c'est plutôt cigarette, whisky et petite pépé. Enfin, c'est l'invitation. Voilà, c'est plutôt l'invitation à réduire ce libertinage-là à ça, parce que c'est facile de condamner après et puis d'être dans la morale. Moi, ce que je propose, c'est un libertinage qui renvoie à l'étymologie. Le libertin, c'est l'affranchi. C'est celui qui ne met rien au-dessus de lui-même et de son individualité, qui ne reconnaît pas de Dieu pour décider de ses valeurs, pas de morale absolue pour décider du bien et du mal. C'est quelqu'un qui considère que la liberté, c'est le bien absolu. Il n'y a rien au-dessus de la liberté. Le libertin, pour moi, c'est ça. Alors ça prend des formes multiples, y compris au XVIIIe siècle, l'art de collectionner les femmes, mais c'est ponctuel. Ça n'est pas ça, ou ça n'est pas que ça, ou c'est accessoirement ça, le libertinage. Donc c'est la liberté au-dessus de tout. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre par le libertin chez Michel Onfray. Bon, si on revient à la théorie du corps amoureux, dans la théorie du corps amoureux, il y a d'abord, dites-vous, une démarche de réappropriation de voix de l'Antiquité qui étaient devenues inaudibles. C'est quoi? C'est chez les matérialistes antiques que vous allez trouver les munitions, pour ainsi dire, pour construire cette théorie? Oui, ce sont des munitions, vous avez raison. Il y a chez moi un désir d'une morale post-chrétienne. Je crois que le christianisme est vraiment mon ennemi prioritaire, mon ennemi d'élection. Et si on a envie de penser une morale... Une morale païenne, donc d'avant que le christianisme s'impose partout. Voilà. Et si on a envie de penser pour après le christianisme, je pense qu'on peut aller chercher avant le christianisme. C'est ça qui m'a plu il y a très longtemps quand je me suis dit, mais après tout, on n'a pas toujours été chrétien, quelles étaient les morales avant le christianisme? Comment se comporter? Y avait-il un bien et un mal avant le christianisme? Le christianisme, c'est pas le début de l'histoire du monde, c'est pas non plus la fin de l'histoire du monde, c'est une période. Et si on a envie de dépasser cette période-là, qu'est-ce qu'on peut faire en allant chercher du côté de l'Antiquité? Et
J'ai découvert que l'Antiquité, elle nous était présentée comme une Antiquité pré-chrétienne, mais qui prépare le christianisme. Donc à l'université, on nous dit l'Antiquité, c'est Platon, c'est Aristote, on nous dit ce sont les présocratiques. Enfin, on a une façon d'enseigner la philosophie antique qui est une façon qui nous laisse croire qu'au bout du compte, ça ne pouvait que déboucher dans le christianisme. Et ce que j'ai découvert en cherchant un peu par moi-même, d'ailleurs, rendons-lui hommage parce que c'est un auteur du Canada, c'est Léonce Paquet qui le premier a fait un choix des textes de l'Université d'Ottawa, qui est le premier à réunir, rassembler les textes des philosophes cyniques, ce qu'il en restait, ou les témoignages. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire cette philosophie cynique, pourquoi est-ce qu'on n'en parle jamais à l'université, pourquoi est-ce qu'on ne l'édite pas, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de travaux universitaires sur ce sujet-là. Et je me suis aperçu qu'il y avait tout un continent oublié dans la philosophie antique qui pouvait être restauré. Donc je m'évertue, livre après livre, ou sujet après sujet, à restaurer une pensée qu'on a laissée de côté, par exemple la pensée des matérialistes. C'est très étonnant que quand on s'occupe des présocratiques, des philosophes antérieurs à Socrate, donc, on laisse de côté Démocrite alors que c'est lui qui a laissé le maximum de textes. Quand on a parfois des philosophes présocratiques, il nous reste 2 lignes. Et voilà l'œuvre complète d'un philosophe. Il y a toujours des gens pour faire une thèse sur 2 lignes. Mais Démocrite, qui est le personnage qui a laissé le plus de fragments, est finalement très peu lu, très peu analysé. Alors l'une de mes hypothèses, c'est que en laissant de côté le matérialisme de l'Antiquité, en laissant de côté le cynisme de l'Antiquité, dans l'Antiquité cette école cynique donc, ou l'école cyrénaïque, qu'on oublie aussi. Moi, j'essaie de faire modestement le travail de Léonce Paquet sur le terrain des cyrénaïques. Je suis en train de préparer une édition de ces philosophes-là. Eh bien, on a un matériau extraordinaire, inexploité, mais pas inexploitable. Et je me suis proposé dans cet ouvrage-là, effectivement, de voir comment on pouvait mobiliser les cyniques, les cyrénaïques, les matérialistes de l'Antiquité, pour produire une morale joyeuse sur le terrain du corps. Bon. Vous me dites si je m'en vais sur une mauvaise voie, mais il me semble que ce que vous trouvez dans le passé, dans l'Antiquité, c'est qu'il y a eu, dans le fond, 2 grandes tendances. Des tendances idéalistes, là, je simplifie parce qu'il y a toutes sortes de nuances là-dedans, une tendance matérialiste que, dans l'histoire, ce qui est resté, ce qui a triomphé, ce qui a été porté par l'Église, entre autres, c'est l'idéalisme. Et dans les philosophes de l'Antiquité matérialistes que vous redécouvrez et que vous vous réappropriez, vous dites qu'il y a une critique absolue de l'idéalisme, et vous la reprenez, cette critique-là. Dans votre livre, Théorie du corps amoureux, vous dites qu'il faut déconstruire avant de proposer de construire. Et déconstruire, c'est presque tout ce qui nous vient de l'idéalisme et surtout de sa vision des rapports sexuels. Déconstruire l'idéal ascétique. Oui. Il faut en finir avec ça. Oui. Il y a un vrai lignage, vous avez raison, qui est pythagoricien, enfin pensée juive d'abord, Ancien Testament, Pythagore, Platon, père de l'Église et christianisme, et nous vivons là-dessus, encore aujourd'hui. 25 siècles après Platon, 20 siècles après le christianisme, 15 siècles après les pères de l'Église, nous avons une tradition de l'idéal ascétique qui domine. Mépris du corps, haine des désirs et des plaisirs, suspicion à l'endroit des passions, invitation à canaliser l'énergie libidinale dans des petites formes qui sont catastrophiques. Oui, le mariage, la fidélité, la monogamie, la paternité, enfin toutes ces choses qui font que d'une grande énergie extrêmement violente comme la libido, on fait des petites choses comme la famille. Cette grande tradition, elle a triomphé parce que le christianisme a été un accélérateur. Mais en même temps qu'il existe toutes ces traditions-là, il existe une autre tradition occultée, celle dont nous parlions tout à l'heure, les matérialistes, les cyniques, les cyrénaïques, qui propose très exactement le contraire, et qui dit cette libido, elle est extraordinaire. Cette énergie joyeuse qui est a priori dans tous les corps, il faut plutôt en faire une amie plutôt qu'une ennemie. Comment est-ce qu'on peut gérer cette pulsion-là au quotidien, demandent ces philosophes-là. Réponse, en y consentant, en la trouvant joyeuse, en la mettant en scène et en considérant qu'après tout, on doit, dans les rapports avec autrui, faire triompher le plaisir et la jubilation plutôt que la tristesse qui a triomphé et qui triomphe encore. Ouais. Mais avant d'être capable de vivre de cette façon-là, ou d'accepter son corps ou le voir de cette façon-là, il faut comprendre les ravages, je crois. C'est ce que je lis chez vous, de l'idéalisme. Comment on a, à partir de concepts qui semblaient en apparence pure recherche. Je pense à la distinction qu'on a fait entre l'âme et le corps, par exemple. Vous semblez dire qu'à partir de ces distinctions-là, on a construit un mépris du corps. Oui. On a construit un idéal qui était dans l'au-delà plutôt que dans l'ici. Qu'on a méprisé le corps, singulièrement le corps féminin. Oui, en philosophie, on a une tradition qu'on appelle dualiste, c'est-à-dire il y a 2 réalités qui s'opposeraient. On aurait d'un côté le corps et de l'autre côté l'âme. Le corps serait matériel, périssable, inscrit dans le terrestre d'une certaine manière. Et puis l'âme, elle serait éternelle, elle serait emprisonnée dans le corps, mais le temps que dure une existence, et puis elle se libérerait
avec la mort de ce corps-là qui est une prison, et à partir de ce moment-là, on pourrait la juger, on pourrait la peser. C'est d'une certaine manière ce qu'on trouve dans le Phédon de Platon et qu'on retrouve dans le christianisme. Dualisme, deux réalités, une qui est sensible, une qui est intelligible, une qui nous rattache à la terre et une qui nous rattache au ciel. Si le corps nous fait peser et être un homme du réel, un homme ou une femme, un homme du réel sensible, c'est une catastrophe, mais on a au moins cette âme qui nous rattache à Dieu. Donc cette tradition-là, elle nous dit aimer l'âme, détester le corps. Détester les femmes ne sont que des corps, elles n'ont pas d'âme. D'une certaine manière, elles sont à l'origine du péché originel, donc elles ont choisi la connaissance, puisque c'est plutôt bien, finalement, quand on lit la Genèse, on s'aperçoit que les femmes ont préféré goûter du fruit de l'arbre de la connaissance. Il n'y a pas de pomme dans l'histoire du péché originel, il y a un désir de savoir, un désir de vouloir savoir. Alors que l'homme, lui, se contente d'obéir. Adam dit finalement, moi je veux bien me contenter d'obéir, ça m'ira comme ça. Et Ève dit non, ça m'intéresse, moi je veux goûter du fruit de l'arbre de la connaissance, donc je veux savoir. Et la damnation, elle arrive à partir de ça. On dit, les femmes ont voulu savoir, elles ont préféré la connaissance, et bien voilà le péché, et vous allez payer, vous allez expier. La réalité devient, enfin, je veux dire, le monde qu'on nous propose devient une occasion de payer cher. La tradition opposée au dualisme, une tradition qu'en philosophie on appelle le monisme, suppose qu'il n'y a qu'une réalité, le matérialisme dont nous parlions tout à l'heure. Il n'y a que de la matière. L'âme est de la matière. Voilà, bien sûr, s'il existe une âme, elle existe, mais de manière matérielle. Je peux parler de mon âme comme je peux parler de ma main, par exemple. Ce n'est pas parce que je dis ma main et mon corps que j'oppose ma main et mon corps. Je considère que la main est une partie du corps, et bien on peut dire que l'âme est une partie du corps, mais une partie matérielle. En ce sens, il n'y a pas deux mondes, un monde terrestre détestable et un monde céleste aimable. Il n'y a pas un monde rempli de Dieu, au singulier ou au pluriel, qu'il faudrait vouloir et désirer, et puis un monde d'hommes qu'il faudrait détester. Il n'y a que ce monde-là, il est parfait, et célébrons les femmes qui, à l'origine, ont voulu savoir et ont préféré la connaissance à l'obéissance. Donc il y a dans le dualisme une misogynie fondamentale, qui fait que, encore aujourd'hui, on vit là-dessus, on a méprisé les femmes pendant très longtemps, on les méprise toujours, alors que dans la tradition matérialiste, il y a au contraire une célébration des femmes, voire une vénération des femmes. À un moment donné, vous parlez de collusion. Collusion monothéiste, misogynie, ordre phallocratique. Est-ce que c'est dans ce sens-là? Oui. Oui, parce qu'on aura dit aux femmes, quand on les aura trouvées pécheresses, que le seul salut pour elles, c'est le couple, la monogamie, la fidélité, la procréation, c'est la réduction de leur existence et de leur essence à la fonction sociale. On dit aux femmes, cessez d'être femmes, devenez mères, devenez des épouses, et à partir de ce moment-là, vous serez acceptables. Moi, je considère qu'une femme, c'est assez extraordinaire pour se suffire à soi-même. Ça n'a pas besoin d'être une épouse, ça n'a pas besoin d'être une mère. Et la tradition matérialiste célèbre le féminin dans la femme, et pas du tout la fonction d'épouse ou la fonction de mère. On a anéanti d'une certaine manière la féminité des femmes en leur disant qu'elles étaient faites pour faire des enfants et que leur destination, c'était ça. La procréation, la maternité, ça suppose tout ça. Ça suppose, mais l'obéissance aussi, parce que quand vous parlez d'ordre phallocratique, c'est, j'imagine, dans toutes sortes d'organisations humaines, mais aussi dans l'État. C'est une soumission de la femme à l'homme, mais dans tous les rapports. Oui, parce que le réel est fait par les hommes, pour les hommes, et on exclut les femmes, du moins on leur assigne une place, comme on assigne à résidence, en leur disant vous êtes faites pour ça, la maternité vous confine au foyer familial, c'est préhistorique d'une certaine manière, on ne sait pas comment les enfants se font, mais on découvre un jour qu'on a un joli petit ventre et qu'on ne peut pas aller à la chasse, donc on est là, au foyer, pendant que les hommes s'en vont chasser et ramener la nourriture, les hommes reviennent, et comme les femmes sont là, elles cuisinent parce que les hommes se sont fatigués, et la division des tâches est ainsi manifeste. On considère qu'il y a l'homme qui est nomade, la femme qui est sédentaire, l'homme qui est chasseur, nomade et qui vagabonde, et puis la femme qui, elle, reste au foyer pour préparer la cuisine et s'occuper des enfants. Et ça dure. Autant ça peut s'expliquer dans des périodes préhistoriques éminemment naturelles, autant dans nos périodes modernes, voire postmodernes, hypermodernes, on peut se trouver très étonné de voir durer ce schéma-là qui nous fait dire que les femmes, elles doivent faire des enfants, elles doivent rester à la maison, elles doivent s'occuper de la famille, ou que, d'une certaine manière, si elles veulent s'occuper de ça et travailler en même temps, eh bien elles n'ont qu'à, c'est la punition d'aujourd'hui, elles n'ont qu'à travailler, faire 2 journées en une. Pour théorie du corps amoureux, il y a un sous-titre pour une érotique solaire, vous parlez d'éros léger. Là, on a la critique de comment on a perçu notre corps, nos rapports sexués, si on était influencé par l'idéalisme, par la philosophie dominante, disons-le, par la morale chrétienne aussi, pour formuler un matérialisme hédoniste. Vous partez des bases, on revient au contraire, on contredit sur chaque point en partant du fait que vous dites la théorie atomiste du désir, même le désir, c'est pas spirituel, c'est pas transcendant, le désir, c'est des atomes.
On part de là. Oui. Oui. On nous a dit depuis toujours, ça marche encore aujourd'hui, que le désir, c'est du manque. Si je désire, c'est que il y a quelque part quelqu'un qui me manque. Ouais. On nous dit, voilà, vous êtes fait pour retrouver votre moitié. Il y a une moitié qui erre quelque part sur la planète. Et cherchez-la, vous pourriez la trouver. Et si vous la trouviez, eh bien, vous pourriez faire un couple et vous pourriez restaurer cette unité primitive. À partir de ce moment-là, eh bien, on est dans la quête. Et comme on ne se contente pas de ne pas trouver, la plupart du temps, on prétend qu'on a trouvé quand on se contente de faire avec. On a trouvé quelqu'un et puis on se dit, ça doit être la moitié que je cherche depuis toujours. Et on se contraint mentalement, idéologiquement, on se ment. Et on se dit, voilà, c'est la personne que j'attendais, et on fabrique un couple. Puis on s'aperçoit au bout d'un certain temps que ça n'était pas la moitié qu'il nous fallait ou la moitié qu'on attendait, parce qu'il n'y a pas de moitié. Et la conception du désir, la conception classique du désir, conception spiritualiste et idéaliste du désir, ne peut nous conduire que la tête dans le mur. C'est parce qu'on nous dit que le désir, c'est ça, du manque et la possibilité de combler ce manque par un être qui nous permettrait le couple et la fusion dans le foyer monogamique, plus paternité-maternité. C'est parce qu'on pense tout ça que la catastrophe est au bout du chemin. En revanche, moi je propose une théorie matérialiste du désir, et je dis le désir n'est pas du manque, c'est de l'excès. On est porteur d'une énergie qui tâche de nous déborder, enfin d'une énergie qui menace débordement, et le plaisir, ça n'est pas la résolution de l'unité primitive, le plaisir c'est la dépense de cette énergie-là. Moyennant quoi, l'agencement qu'on peut proposer quand on est matérialiste, ce n'est pas le couple, ce n'est pas le foyer ou la famille, c'est le contrat qui nous permet, en rencontrant des individus dans l'existence, de s'associer pour un bout d'existence, 2 heures, 10 jours, 20 ans, pourquoi pas. C'est ce qui nous permet d'agencer des volontés joyeuses en nous disant, mais après tout, l'existence, elle est faite pour donner du plaisir et recevoir du plaisir. Construisons tout ça. Le désir ne vise pas l'éternité, il vise des instants magnifiques. Toujours librement consenti, bien Voilà. sûr, puisque vous êtes libertin. Mais est-ce que ce contrat-là exclut le couple? Non, pas du tout, il le redéfinit. Il suppose que le couple classique qui laisse croire qu'on pourrait s'engager pour l'éternité et fabriquer quelque chose qui durerait 20 ans, 30 ans d'un seul coup à partir d'une décision de presque jeunesse ou d'enfance. On se marie à 25 ans et on s'engage pour 25 ans. Ce couple-là, ce n'est pas un couple tenable ou défendable. Tout le monde le sait. Il suffit de regarder la réalité, le nombre de divorces, le nombre de mésententes, le nombre de couples dans lesquels le malaise triomphe. Je dirais cette forme-là n'est pas une forme défendable. Maintenant, on peut fabriquer un autre couple et on peut se dire, mais après tout, construisons quelque chose en fonction de ce qui est réalisable et uniquement en fonction de ce qui est réalisable. Donc n'allons pas chercher des hypothèses impossibles et incroyables, une vie, l'éternité avec quelqu'un, mais voyons ce qui est susceptible d'être construit. Donc au bout du compte, on peut mettre bout à bout des instants magnifiques qui vont faire de telle sorte que on puisse se dire, ça fait 5 ans qu'on vit ensemble, 10 ans qu'on vit ensemble, 20 ans qu'on vit ensemble, donc je redéfinis le couple par l'autre bout, je dirais. C'est-à-dire, je ne considère pas qu'on doit viser l'éternité a priori, mais on doit construire au quotidien, et pourquoi pas fabriquer l'éternité. Ouais, se rechoisir presque. Se rechoisir au toujours, quotidien, sans toujours. cesse, voilà, en Mais permanence. quand même, vous parlez et je crois, faites la promotion du nomadisme célibataire, Oui, quelque part. oui. Et ça, ce que ça évoque, c'est le butinage, c'est Oui. l'infidélité. Oui, tout autant que j'appelle à une redéfinition de l'amour du couple, j'appelle à une redéfinition de la fidélité aussi. Je ne suis pas contre la fidélité, je suis contre la définition classique de la fidélité, qui nous laisserait croire qu'on est fidèle quand on est fidèle sexuellement. Ça n'est pas la seule fidélité. Nombreux le savent d'ailleurs, on peut être infidèle sexuel un soir et se sentir tout de même fidèle à l'homme ou à la femme qu'on aura trompé. On se demande pourquoi d'ailleurs, mais il n'y a pas besoin de se demander pourquoi. On est fidèle quand on aime. Et pourquoi pas, après tout, s'interdire d'aimer en littérature un autre auteur que celui qu'on aime, ou d'aimer un paysage et puis un autre paysage que celui qu'on aura aimé. Je crois que la fidélité, c'est la capacité à tenir ce pourquoi on s'est engagé. Donc, si on s'engage pour la fidélité sexuelle, il faut tenir la fidélité sexuelle. Si on dit un jour à quelqu'un, je m'engage à être fidèle sexuellement toute mon existence et à ne jamais te tromper, alors, quand on n'est pas fidèle, il y a effectivement des comptes à rendre. Si en revanche, on n'a jamais dit ça, si on dit je m'engage pour quelque chose de joyeux et de ludique avec toi et puis on verra bien au quotidien, alors d'une certaine manière, on n'exclut pas ce que vous appeliez tout à l'heure joliment le butinage. Ça n'exclut pas non plus ce que Fourier lui appelait la passion pivotale, c'est-à-dire cette figure avec laquelle on va construire une histoire d'amour en nous disant c'est la personne essentielle pour moi. Mais une personne essentielle, ça ne c'est pas forcément une personne exclusive. Voilà. Ouais, le contrat, chez vous, c'est très important. C'est-à-dire que ça implique franchise. Quand on a donné sa parole, on la respecte. Absolument. On ne parle pas ici de l'individu. Quand on évoque nomadisme célibataire, je pense que beaucoup de gens vont penser que c'est l'irresponsabilité
qui est évoqué, sinon souhaité. Mais je pense pas que ce soit... Au contraire, c'est un appel véritable à la responsabilité. C'est une redéfinition de la responsabilité qui nous permet de dire je me suis engagé pour quelque chose de précis et je tiens ce quelque chose de précis. Je ne m'engage pas pour des choses impossibles, je vais m'engager pour des choses réalisables et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir tenir. C'est au contraire une invitation à un véritable contrat qui nous permet d'éviter le mensonge. Moi, je ne supporte pas le mensonge. Je crois qu'on peut se taire. Je fais un éloge de la discrétion, je fais un éloge du secret, je fais un éloge de la prévenance. Je considère qu'on ne doit pas tout dire. Mais ce n'est pas parce qu'on ne doit pas tout dire qu'on doit cacher des choses sur le mode du mensonge, en disant une chose qui n'existe pas. Donc je n'aime pas les figures, la figure de Don Juan, la figure de Casanova, qui sont des figures de menteurs, et qui, pour parvenir à leur fin, mentent aux femmes qu'ils rencontrent en leur promettant le mariage, en sachant très bien qu'ils ne tiendront pas, en leur promettant la fidélité, en sachant qu'ils ne tiendront pas. Moi je crois qu'il faut tenir ce qu'on sait pouvoir tenir, et à partir de ce moment-là, on redéfinit un contrat qui permet d'être responsable, et vraiment responsable, d'être des adultes, plutôt que de tabler sur une éternité qui n'existe pas. Voyons ce qu'on peut faire, comment c'est faisable et comment c'est réalisable au quotidien. Donc, Michel Onfray, de ce que vous dites, je retiens que, effectivement, même si vous mettez de l'avant les vertus du célibat, la primauté de la liberté dans les relations, être très critique du couple, il y a quand même possibilité de choix, et je vous cite là-dessus. Vous dites, on peut contracter pour un mariage, des enfants, une famille, la monogamie, la fidélité, la mutuelle assistance, l'exclusivité sexuelle, la relation durable, mais on le peut aussi pour l'indépendance, l'autonomie, la liberté, le célibat, la souveraineté, le temps limité et contenu dans des formes convenues. Est-ce que ce que vous ouvrez là comme possibilité, est-ce que c'est une possibilité réelle ou vous êtes critique du premier terme de l'équation? Oui, je suis plutôt critique du premier terme de l'équation. Je pense que tout doit pouvoir être décidé ensemble. Donc je n'exclus pas que des gens puissent s'engager pour des choses exigeantes. C'est exigeant, un mariage pour l'éternité, enfin pour le temps que ça peut durer, le temps que dure l'éternité, que des individus puissent dire, voilà, j'ai 25 ans et je m'engage pour une existence jusqu'à la fin, une existence de fidélité, de monogamie. Je trouve que c'est tout à fait faisable, c'est plutôt un peu culotté, c'est risqué, je crois, de s'engager pour ça. Je pense qu'il vaut mieux des formes plus brèves, plus courtes, plus denses, qui sont susceptibles d'être répétées. On peut pour autant recommencer le lendemain, puis le surlendemain, et fabriquer au bout du compte l'éternité prévue dans le premier cas de figure. Mais c'est une méthode, je suis plutôt pour les fractionnements plutôt que pour les grandes distances à parcourir. Oui, moi je me sens plutôt du côté du célibat, du côté du nomadisme, du côté du fragment, de la réitération, des contrats ponctuels, plutôt de ce côté-là. Oui, c'est ce que j'avais aussi compris du poids qu'il y avait dans le livre de ce côté-là. Une des choses qui m'a beaucoup surprise, cependant, je dois dire, et qui m'apparaît un peu comme une contradiction, c'est qu'il y a chez vous cette volonté de célébrer, de célébrer la vie, disons-le, d'avoir une approche jubilatoire du corps et, en même temps, me semble-t-il, beaucoup de désespoir. Alors, je vous donne une citation. Vous dites, l'érotique solaire s'appuie sur une formidable volonté de jouissance dont le principe axiomatique suppose un grand oui à l'existence. Et, aussi, vous dites, la résolution du désir en plaisir coïncide très exactement avec le moment où la solitude triomphe de la manière la plus manifeste. On désire la fusion, on réalise l'abîme. Oui, parce qu'il y a moins, me semble-t-il, il y a moins de contradiction que complémentarité, un peu le contrepoint sur le terrain musical. C'est parce qu'il y a la mort, c'est parce qu'il y a le néant, c'est parce que nous allons mourir, c'est parce que tout est limité dans le temps, c'est parce qu'il y a l'entropie, c'est-à-dire cette usure consubstantielle à l'exercice du temps, que l'hédonisme est nécessaire. Et c'est parce que il faut être tragique que l'hédonisme est une vérité qui s'impose. C'est un petit peu comme l'avers et le revers de la médaille. Il n'y a pas de contradiction entre l'avers et le revers, il y a simplement une complémentarité qui fait une unité. Et l'unité de l'hédonisme, elle suppose le passage par l'évidence de la mort. Ça je crois que c'est le terreau, c'est le terrain. C'est parce que j'ai eu conscience très vite et très tôt, et vous parliez tout à l'heure de cet infarctus que j'ai eu quand j'avais 27 ans, c'est parce qu'il y a eu très tôt cette chose-là que j'ai compris que l'existence était précieuse. Je le savais intellectuellement, mais je l'ai compris viscéralement, avec mes viscères, avec mon ventre, avec mes tripes. J'ai compris qu'effectivement, la vie était dense, qu'elle était fantastique, qu'elle était merveilleuse et formidable, parce que la mort était là et qu'elle nous guettait au quotidien. Ouais. Mais vous dites aussi que c'est précisément au moment où le plaisir coïncide, oui. Désir et plaisir, que là on réalise quoi? On est seul, qu'on est deux individus, et même si on partage un moment, on est irréductiblement individuel, séparé, seul.
Oui, parce C'est ça que qui prime pour vous. oui, c'est une évidence avec laquelle il faut faire. C'est pas que ça me réjouisse, mais je constate que la douleur des gens que j'aime, c'est leur douleur, c'est pas la mienne. Quand ils ont une rage de dents, c'est la leur, c'est pas la mienne. Je peux être malheureux de leur souffrance. Je peux vouloir prendre leur souffrance. Ceci dit, je ne peux pas prendre leur souffrance. C'est la leur, et elle est vécue par leur corps, parce qu'on est enfermé dans son corps, parce qu'il y a cette vérité métaphysique que c'est d'abord un corps qui ressent et qui perçoit, et qui reçoit. Et si moi je me fais du mal parce que l'autre a du mal, je vais me créer des douleurs et des souffrances, mais je n'enlèverai en rien la douleur ou la souffrance de l'autre. Il en va de même pour sa jouissance. On jouit seul, on vit seul, on souffre seul, on meurt seul. Alors on peut être accompagné, mais quand on est accompagné avec quelqu'un ou par quelqu'un, il n'empêche que la chose vécue, elle est vécue intimement par soi. Donc le plaisir aussi. C'est-à-dire que dans les moments où on se donne du plaisir, on a du plaisir tout seul. D'une certaine manière, quand Lacan disait il n'y a pas de relation sexuelle, il y avait quelque chose qui ressemblait à ça. On a un plaisir onaniste toujours, ce qui n'empêche pas que l'onanisme à deux, c'est mieux que l'onanisme tout seul. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir vis-à-vis, par exemple, la mort, une espèce de matérialisme, je crois qu'on le trouve en Orient, où on considère que la mort fait partie de la vie, donc c'est pas désespérant, cette condition humaine-là. Alors, oui. chez vous, on sent poindre un peu de désespoir face à la mort ou à la solitude obligée. Oui, je crois n'être ni optimiste ni pessimiste, mais plutôt tragique. Un optimiste voit le réel au mieux de sa forme, un pessimiste au pire de sa forme, un tragique tâche de le voir comme il est. Donc je ne me désespère pas, je crois, d'avoir à mourir, je prends ça comme une évidence avec laquelle il faut compter, et presque au quotidien, sans quoi je me sens vraiment une production de la philosophie antique, enfin des stoïciens en l'occurrence. Les stoïciens disent « vis chaque instant comme s'il devait être suivi immédiatement par la mort, et sache que quoi que tu fasses, il y a la mort derrière, voire la mort tout près, elle n'est pas seulement derrière, elle est même devant, voilà, regarde-la et va au-devant. » Je me suis détaché un petit peu de cette obsession de la mort, mais il y a toujours cette présence comme un fond pour une toile, une espèce de fond noir sur lequel on pourrait placer ces personnages. Les personnages de l'hédonisme sont placés sur un fond noir qui est le fond noir du tragique évident, il va falloir mourir. Mais il n'y a pas de désespoir, il y a quelque chose d'admis pour moi, c'est une évidence, ça ne sert à rien de se rebeller contre l'évidence et ce contre quoi on n'a aucun pouvoir. Donc il y a la mort, je n'ai pas le pouvoir de ne pas mourir, en revanche j'ai le pouvoir d'en faire quelque chose de minimal. Pas absent, mais minimal. Il y a un autre aspect de vos thèses, je crois, qui bousculeront beaucoup de gens, c'est ce refus de la procréation. Et qui est surprenant, parce que en même temps, vous êtes quelqu'un qui célébrait la jouissance et le pur plaisir d'exister, et en même temps, quand vous dites pourquoi il ne faut pas avoir d'enfants, il y a deux raisons, essentiellement. La première, c'est qu'un libertin place sa liberté au-dessus de tout, donc quand on a un enfant, on a un problème. Mais la deuxième, et qui m'a plus frappé, et je vous cite, je ne saurais assez préciser combien il faut effectivement ne pas vraiment aimer sa progéniture pour la destiner au monde tel qu'il fonctionne. Et là, vous avez quelques paragraphes absolument assassins sur le monde, sur son hypocrisie, sur la maladie, sur la vieillesse, sur la mort. On y revient. Bref, rien de très joyeux. Et là, il me semblait y avoir contradiction profonde. Non, je crois que les enfants sont... J'aime trop les enfants pour en faire. Je crois qu'il ne faut pas aimer les enfants effectivement pour en faire. On me dit souvent que si je ne fais pas d'enfants, c'est par égoïsme. Je crois qu'on disait tout à l'heure qu'on était égoïste quoi qu'on fasse. D'une certaine manière, le réel est par soi ou passe par soi. Donc quand on fait des enfants, on le fait par égoïsme. Quand on n'en fait pas, on n'en fait pas par égoïsme aussi. C'est parce qu'on y trouve de l'intérêt. On trouve de l'intérêt à en faire, on trouve de l'intérêt à ne pas en faire. Mais il n'y a que de l'intérêt, sinon on ne fait pas les choses contre son propre intérêt. Et là, les intérêts divergent simplement. Pourquoi ne pas faire d'enfants? Parce que je ne me sens pas capable de les castrer au quotidien, ce qui est l'entreprise pédagogique essentielle, c'est-à-dire les lever, les laver, les conduire à l'école, leur demander d'être polis, corrects, de dire toujours la vérité, sauf quand il vaut mieux dire des mensonges, et puis les destiner au Être réel. gentil avec l'autorité, hein, bref, toutes les choses que vous avez, les veaux d'or que vous adorez. Oui, oui, en leur disant il faut gagner sa vie, avoir de l'argent, il faut passer sur le corps de ton voisin, sinon c'est lui qui passe sur ton propre corps. Enfin, pas du tout envie de ça. J'ai pas du tout envie d'être le père qui aimerait ses enfants, mais les destinerait à ce réel violent, cruel et barbare. Donc comme on n'est pas tenu de faire des enfants, je ne vois pas pourquoi il faudrait en faire. Ce n'est pas une obligation. Mon invitation à la métaphysique de la stérilité, d'une certaine manière, procède d'un grand amour des enfants, d'une grande passion des enfants. J'adore les enfants des autres. Et je ne crois pas nécessaire d'en faire, moi, pour être heureux ou épanoui. J'ai des amis qui ont des enfants adorables. On passe des moments merveilleux quand on est ensemble. Simplement, si je devais être leur éducateur ou leur père au quotidien, je sais bien que je serais obligé de faire des choses qui vont contre ma nature, qui contrarient ma nature, et
Je ne me résoudrais pas à les emmener le matin, dans la nuit, à l'école, en leur disant « tu vas te réjouir à faire des dictées, de la grammaire, à te battre avec les copains dans la cour parce qu'il y a cette violence de la réalité que tu vas découvrir au quotidien. » Non, c'est pas un cadeau que j'ai envie de faire à des enfants. Il reste que dans l'argumentation, pour quelqu'un qui célèbre la jubilation et la joie de vivre, la critique du monde est absolument, je dirais presque sans appel. Oui. Ce que vous voyez devant vous, c'est pas quelque chose que vous aimez. Vous faites avec. Oui, voilà, je fais avec. C'est-à-dire, je constate que les relations entre les hommes sont fausses, violentes, brutales, qu'il y a il y a quelques petites poches comme ça, des petites poches d'amitié ou des petites poches amoureuses qui nous permettent de baisser les armes et d'être en paix avec deux ou trois êtres. Mais le reste du temps, il faut toujours se battre, il faut toujours mentir, il faut toujours paraître ou apparaître, il faut faire du théâtre, on est dans un jeu social permanent. On a l'autorité, l'ordre, la hiérarchie, la menace de l'argent, la menace de la police, de l'autorité, de la sécurité, enfin toutes ces choses qui font que au quotidien, l'existence est rarement jubilatoire et que la jubilation, c'est une ascèse, c'est un travail. On doit la construire, la jubilation. Moi, je suis très heureux de la vie que je mène. Simplement, je ne suis pas sûr qu'en faisant des enfants, je leur rendrai possible une vie heureuse et joyeuse. C'est pas acquis. Il y a beaucoup plus de gens malheureux que de gens heureux. Il y a beaucoup plus de gens dans le malaise que dans la jubilation. Il y a beaucoup plus de gens qui ne parviennent pas à l'hédonisme que de gens qui y parviennent. Enfin, c'est un grand darwinisme dans la question de l'hédonisme. Très peu sont capables, et malheureusement, d'avoir du bonheur, du plaisir ou de la joie dans l'existence. Est-ce que cette vision du monde, du philosophe que vous êtes, fonde aussi votre position politique? Vous dites, je suis de gauche, vous vous définissez comme un Nietzschéen de gauche. Est-ce que cette vision du monde et la critique radicale que vous en faites fondent la position et la rébellion, je dirais, oui. Qui est la vôtre? Oui. Oui, parce que très vite, très tôt, le discours hédoniste que j'ai tenu a été mis à l'écart. Vous savez, il y a 1000 manières de mettre à l'écart un discours hédoniste. On dit qu'il n'est pas cohérent, pas intéressant, pas philosophique. Enfin, et puis, il y a aussi quelque chose qui suppose le jugement moral. C'est une vision du monde égoïste, égocentré, on ne pense qu'à soi. On petit fume, bourgeois. Voilà, petit bourgeois, étroit, personnage qui ne pense qu'à lui, à fumer des havanes, à boire des grands crus de Bordeaux, et puis qui, d'une certaine manière, avec une espèce de dandisme et de désinvolture, se moque de ce qui peut bien se passer sur le restant de la planète. Comme très souvent dans des conférences, j'avais ce type de remarques, je disais, mais non, il y a une version politique, une vision politique, oui. Quand on me disait, mais c'est quoi alors votre position politique? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est quand on a écrit Le ventre des philosophes? Qu'est-ce qu'on pense en termes de politique? Et j'ai donc écrit un jour Politique du rebelle pour faire le point sur cette question en disant, en politique, l'hédonisme, c'est l'anarchisme. C'est une position radicalement ancrée à gauche. Alors pas du tout la gauche institutionnelle, dans le genre tel parti politique ou tel individu. Moi, je ne soutiens personne sur ce terrain-là, et d'ailleurs, ces gauches-là ne m'intéressent pas beaucoup. Je parle d'une mystique de gauche qui s'enracine dans l'étymologie, dans la gauche de l'Assemblée nationale au moment de la Révolution française. J'ai constaté, tout bêtement, en prenant la Révolution française, mais ensuite 1848, la Commune, le Front populaire, mai 68, j'ai constaté qu'il y avait une trame dans cette histoire-là, et que la gauche était du côté des juifs, la gauche était du côté des femmes, la gauche était du côté des esclaves, la gauche était du côté des ouvriers, la gauche était du côté des démunis. Et il suffit de regarder dans l'histoire. Il suffit de regarder dans l'histoire. Le statut de citoyen pour les juifs, c'est pas la droite qui invente ça au moment de la Révolution française. La lutte contre l'esclavage, c'est pas la droite. La possibilité de sortir les enfants des mines pour les installer à l'école parce que c'est préférable d'avoir des enfants dans une école que dans une mine, c'est pas la droite. Ou attachés au moulin, voilà. c'était le cas. Et je me suis dit, mais finalement, je me sens tout à fait solidaire de cette mythologie qui traverse les siècles et qui fait que on doit pouvoir être du côté, il faut choisir son camp, être du côté des démunis, des pauvres, des sans-grades. Je dirais, moi, mon père était ouvrier agricole, ma mère femme de ménage, j'ai connu la pauvreté, la misère au quotidien, je me sens solidaire de ce milieu dont je procède, et je me sens donc radicalement de gauche en disant, oui, il y a un credo absolument clair et net dans la mystique de gauche que je propose, c'est un antilibéralisme forcené. Je suis un antilibéral primaire. Par contre, dans toutes les choses que vous avez mentionnées sur lesquelles, effectivement, la gauche s'est prononcée et a agi, elle a agi parce qu'il y a eu des solidarités qui se sont créées historiquement. Vous êtes un individualiste forcené. Oui, oui. Est-ce que cet individualisme-là, qui est Nietzschéen, on pourrait le dire, n'est pas lui-même un empêcheur de formaliser, par exemple, cette opposition qui serait le vôtre? J'aimerais bien reprendre vos précautions méthodologiques du début. Vous aviez raison de dire que épicurien, matérialiste, hédoniste, ça pose des problèmes. Individualiste, ça pose problème aussi.
Très souvent, on confond l'individualisme et l'égoïsme. On pense qu'un individualiste est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Peut-être, je suis égoïste et que je ne pense qu'à moi, ce serait aux gens qui me connaissent de le dire. Je crois, en revanche, être un individualiste, parce que l'individualiste est celui qui pense qu'il n'y a que des individus. Donc un individualiste, ça n'exclut pas, un individualiste n'exclut pas l'altruisme. On peut même être un individualiste altruiste, ce qui est mon cas, du moins je le crois. Je suis de gauche en pensant qu'il n'y a que des individus. Il n'y a pas pour moi des peuples, des masses, des nations, je ne sais quoi, mais un individu qui accessoirement est femme, qui accessoirement est juif, qui accessoirement est esclave, qui accessoirement est ouvrier ou démuni ou pauvre ou chômeur. Et à partir de ces individus-là et de leur rapport à l'hédonisme, de leur rapport au plaisir, à la joie d'exister, au pur plaisir d'exister, je conclus et j'induis qu'il y a des politiques qui sont préférables à d'autres. Et voilà en quoi l'individualisme que je propose est aussi une version politique. Ça n'exclut pas le combat, mais ça suppose des contrats. Donc je ne crois pas au mouvement. Ça le conditionne, ou en tout cas ça conditionne les formes que le combat peut prendre. Je vais vous citer dans Politique du rebelle. Vous avancez que la politique des agencements hédonistes suppose moins l'hypothèse farcesque d'un changement de société que la modification de son comportement dans la société en question. Donc, c'est l'individu qui se change plus que l'individu ou la collection d'individus qui changerait la société. Est-ce que c'est pas comme un aveu d'impuissance? Ah non, au contraire, c'est un aveu de puissance. Je crois que les grands discours sont terminés, on le sait depuis Lyotard, c'est fini la conception du monde clé en main, chrétienne ou marxiste, qui nous disait demain, avec le grand soir, on aura une révolution qui nous permettra d'en finir avec les contradictions, la misère et la pauvreté. Plus personne ne croit à ça, le mur de Berlin s'est effondré, c'est tant mieux. Et le marxisme ne triomphe plus comme idéologie, et c'est tant mieux. Ma mystique de gauche est une mystique anti-marxiste, et libertaire et anarchiste. Et c'est parce qu'on en a fini de ces révolutions possibles pour demain qu'il faut penser à des révolutions pour aujourd'hui. Il y a une phrase de Deleuze qui me semble passionnante et riche de sens, il parle du devenir révolutionnaire des individus. Et le devenir révolutionnaire des individus, à mon avis, c'est ce qui doit remplacer le désir de révolution sociale. Le désir de révolution sociale, c'est une ineptie, une sottise, monstrueuse et dangereuse. Et en revanche, le désir révolutionnaire des individus, le devenir révolutionnaire des individus, c'est autre chose. Ici et maintenant, moi, si je le décide, en n'attendant pas demain matin, je peux me comporter en libertaire, quelle que soit la société. Alors pour évacuer aussi ce livre, la critique française, la politique du rebelle, la critique française avait dit c'est bien, c'est une posture dandy, mais il n'y a pas de pratique là-dedans, il n'y a rien qui nous permettrait. Au contraire, il n'y a que ça. Il n'y a qu'une invitation à la pratique en disant n'attendez pas l'anarchisme pour demain, n'attendez pas un comportement libertaire, collectif ou communautaire pour après-demain, mais soyez-le tout de suite dans votre relation aux autres. Quand vous êtes père avec vos enfants, quand vous êtes mari avec votre femme, quand vous êtes prof avec vos élèves, quand vous êtes patron ou responsable de quelque chose avec vos subordonnés. Et là, construisez des relations dans lesquelles il n'y aura pas d'autorité, de discipline ou de castration. Et à ce moment-là, vous serez libertaire. Est-ce que c'est là, Michel Onfray, où vous donnez beaucoup de responsabilité, quelque part, à cet individu face au système, si j'ose dire? Est-ce que c'est là que vous êtes nietzschéen, dans le sens où, chez Nietzsche, évidemment, l'individu était central, très important, mais vous dites nietzschéen de gauche, c'est-à-dire que lui, il disait l'individu fort est fort, l'individu faible, il faut le reconnaître qu'il est faible, égal surhomme, et ça a été récupéré à droite, on le sait. Vous vous dites, moi je suis nietzschéen, mais de gauche. Comment de gauche? Comment peut-on être nietzschéen de gauche? Et est-ce que c'est ce que vous dites comme programme, si j'ose dire, qui serait l'incarnation de nietzschéisme de gauche? Oui, moi j'ai toujours été très étonné qu'on considère Nietzsche et le nietzschéisme comme une production de droite. Il faut connaître un petit peu l'histoire de la philosophie. La sœur de Nietzsche fabrique avec la volonté de puissance un livre qui n'existe pas, extrait des morceaux et des fragments qu'elle recompose en laissant croire que son frère est antisémite, alors que Nietzsche est complètement philosémite. Il y a une haine. Alors qu'elle est près du national-socialiste hitlérien. Elle est franchement nazie. La sœur de Nietzsche est franchement nazie. Nietzsche meurt en 1900, il devient fou 10 ans plus tôt, donc bien avant 1933, il n'est pas pensable de mettre en perspective Nietzsche et le nazisme, si ce n'est les textes de Nietzsche et puis la réalité du nazisme. Et on s'aperçoit que la haine que Nietzsche avait de l'État, le plus froid des monstres froids, la haine qu'il avait des petits dictateurs et du sang comme témoin de toute vérité, enfin tout ça fait qu'il aurait été évidemment anti-nazi, mais enfin bon, ça n'a pas de sens. Je dirais ce qui est intéressant, ce qui a été intéressant pour moi, c'est de me retrouver aimant des philosophes ou des figures qui, dans l'histoire des idées, s'étaient réclamés de Nietzsche et avaient été de gauche. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant de voir Georges Palande, ça a été mon premier livre, Caillois par la suite, Roger Caillois, et puis Georges Bataille, Foucault, Deleuze, qui sont des philosophes qui, moi, m'inspirent beaucoup dans mon travail, sont des philosophes qui étaient nietzschéens et qui étaient de gauche. Et je me suis dit, mais ça existe, ce nietzschéisme de gauche. Et c'est construit sur quoi? C'est construit sur une critique du capitalisme. Il y a des textes dans Aurore, ce très beau texte de Nietzsche,
des textes qui critiquent le capitalisme, la société de consommation, qui critiquent aussi une espèce de communisme pré-soviétique, une espèce de totalitarisme de gauche que Nietzsche critique de fait, bien avant les régimes soviétiques. Une célébration de l'individu contre les masses, une célébration de la figure du surhomme ou du surhumain contre les collectivités ou les communautés. Et ça, je me suis dit, mais finalement, c'est tout à fait réactualisable. On peut tout à fait réactualiser ça aujourd'hui. Vous vous reconnaissez tout à fait là-dedans? Oui. Le surhomme, ça n'est pas du tout la caricature qu'on en a proposée. C'est pas cette espèce de Superman ou de tankiste nazi qui détruirait tout le monde avec un lugère ou des armes à feu. C'est le contraire du surhomme. Ça, c'est un sous-homme dans l'esprit nietzschéen. Dans l'esprit nietzschéen, un officier nazi, c'est vraiment le prototype du sous-homme. C'est-à-dire un personnage qui n'existe pas comme un individu, qui existe simplement en fonction de la tribu et de la communauté, qui ne trouve son sens que par rapport à l'État. C'est le contraire de ce que Nietzsche aurait aimé. Et le surhumain, c'est ce qui permet de dire il y a en moi une potentialité à développer. Cette potentialité, je dois la développer, et quand j'aurai développé ça en moi, je serai un surhomme. Donc il faut éviter tous les malentendus sur le surhumain et se dire, mais finalement, célébrer ce qui peut être meilleur en soi, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Michel Onfray, on va s'arrêter là-dessus. Il faut aller à la pause. Madame, monsieur, soyez de retour dans 3 minutes. Merci beaucoup d'être de retour avec nous. Vous savez que c'est le moment du livre. Aujourd'hui, on reçoit Michel Onfray, donc on n'aura que ses livres. C'est promis. Je commence avec Le ventre des philosophes, qui a été publié chez Grasset, Critique de la raison diététique, 1989. Il y a aussi Cynisme, c'est au pluriel, je vous le fais remarquer, Portrait du philosophe en chien, 1990. Il y a aussi L'art de jouir, c'est tout un titre pour un matérialisme hédoniste à date de 1991. On voit qu'année après année, il y a toujours quelque chose. Et finalement, un livre que je n'ai pas, mais que je veux mentionner, La sculpture de soi, qui date de 93 et qui avait valu à Michel Onfray le prix Médicis de l'essai. Finalement, Michel Onfray écrit aussi un journal qui en est rendu à 2 tomes publiés. Je vous montre le deuxième. Le premier, c'est Les vertus de la poudre. Le désir d'être un volcan. Je me trompe, c'est celui-ci. Les vertus de la poudre, deuxième, journal hédoniste, 1998. Il y a aussi, on en a parlé brièvement, La politique du rebelle. Ça date de 1997. Et aussi, bien sûr, le dernier, le bébé de 2000, Théorie du corps amoureux pour une érotique solaire. Je vous disais aussi que Michel Onfray était ici parce qu'il aidait au lancement d'une revue consacrée à l'art, une revue québécoise qui s'appelle Espace. Alors, là, voilà cette revue, et il y a là-dedans une entrevue avec Michel Onfray. Aussi, il y a de Sébastien Charles, Une fin de siècle philosophique, c'est publié chez Liber, 1999. Il s'agit d'une série d'entrevues avec des philosophes français, dont une entrevue avec Michel Onfray. Voilà. Alors, pour la conclusion, vous dites qu'il est important pour un philosophe de passer du côté des questions, des examens, à celui des réponses. Est-ce que ça c'est votre côté politique, ça, comme philosophe? Il y a un aspect politique dans cette affaire. Intervenant. Oui. Moi, j'ai été très ennuyé d'avoir des cours d'université dans lesquels on passait son temps à poser des questions, à ne pas obtenir de réponses. Et ça me gêne toujours de voir des gens qui ont raison, d'ailleurs, de critiquer la philosophie en disant « philosophe, c'est l'art de parler pour ne rien dire, c'est l'art de questionner pour poser des questions sans intérêt, pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien ?» Enfin, ce genre de choses. Et effectivement, on peut trouver ça franchement ridicule. Moi, je trouve ça ridicule. Et je préfère des gens qui apportent des réponses aux gens qui portent des questions, qui considèrent qu'un livre de philosophe, c'est un livre de questions. Non, un philosophe, normalement, ça propose des réponses, ça donne des invitations à choisir des existences possibles et multiples. Enfin, je préfère des philosophies affirmatives aux philosophies interrogatives. Moi, je le dis sans flagornerie, mais j'ai adoré lire votre livre parce que j'ai trouvé que c'était très bien écrit, très lisible, même si ça demande un dictionnaire tout près, hein, parce qu'il y a plein de mots que j'ai appris en le consultant. Et est-ce qu'il n'y a pas chez vous aussi une priorité à la beauté de la langue, mais un souci de clarté, d'exactitude? Ah oui. Oui, je pense aussi que les philosophes se sont fâchés avec leur public, d'abord parce qu'ils ne faisaient que poser des questions, et aussi parce qu'ils avaient des littératures absconses, des littératures compliquées, hermétiques. Moi, je n'aime pas la philosophie qui suppose qu'on soit agrégé de philosophie pour la lire, la comprendre et l'aimer. Ça n'a pas de sens de s'adresser aux agrégés, aux certifiés, ou aux docteurs en philosophie, ou aux universitaires. La philosophie dans l'Antiquité, elle était destinée à tout le monde, et c'est ça aussi qui m'intéresse dans l'Antiquité, c'est l'idée qu'on puisse retrouver un contrat avec l'homme de la rue, avec les gens qui ont envie de philosopher sans être des philosophes de profession.
D'où la politesse à l'endroit du lecteur, qui suppose qu'on soit clair, qu'on soit abordable, qu'on soit lisible, qu'on soit d'une certaine manière hédoniste dans la proposition. On ne peut pas faire l'éloge de l'hédonisme dans le fond et dans la forme, être sinistre et ennuyeux. Donc il y a un désir chez moi d'être clair. D'une certaine manière, c'est la manière d'être fidèle à mon milieu d'origine qui suppose qu'on dit les choses clairement, simplement, que il n'y a aucune bonne raison d'être obscur, confus et pas clair. Oui, c'est ce que vous disiez de votre père, c'est qu'il était simple, mais il aimait ce qui était droit, voilà. ce qui était clair. Voilà, d'une certaine manière, il m'a transmis ça, mon père, ouvrier agricole, donc un certain nombre de vertus qu'il n'a jamais formulées, mais qu'il a montrées à l'œuvre, comme ça, dans son existence, une espèce de fierté modeste, une espèce de clarté, de précision et de simplicité. Enfin, j'aimerais bien pouvoir être à la hauteur de ça. Ouais. Michel Onfray, je vais vous demander de jouer quelques secondes au traducteur. Alors, je dirais, parce que c'est déjà le moment où on doit se quitter à peu de choses près, vous laisser sur une maxime, mais elle est en latin. Alors, c'est carpe diem, quam minimum credula ostero. Alors, Michel Onfray, ça veut dire? Bon, écoutez, on a traduit ça avec les poètes du XVIe siècle en disant cueille dès aujourd'hui les roses de la vie. Enfin, c'est le poème qui nous a permis de rester fidèles à cette phrase d'Horace. Et c'est une invitation à jubiler de l'existence aujourd'hui, ici et maintenant, parce qu'il va falloir mourir demain et bientôt. Sur ce bon conseil, ce programme, dirais-je, à la semaine prochaine. 30 minutes pour une table.